Voilà. Alice, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on commence tout doucement? Je vois qu'on est une vingtaine, on attend encore quelques personnes, il est 10h32. Ja, Commencer laten we gewoon beginnen. Waarom niet? Ja, ik denk met de inleiding en zo. Ok. Voilà. Alors c'est parti. Ja. Bonjour à tous et bienvenue au deuxième événement en ligne de notre forum Agile Stories in Times of COVID-19. Donc c'est notre deuxième event. Je m'appelle Pauline, je travaille dans l'équipe transformation de la DG RNO et dans la team COP Agile. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui vous représentez quand même aussi pas mal de diverses organisations. Vous venez de plusieurs horizons. Et ça prouve que vraiment le sujet de nos événements en ligne autour de, mais tiens, quelles sont nos histoires d'adaptation, qu'est-ce qu'on a vécu et qu'est-ce qu'on vit encore aujourd'hui, comment est-ce que nous, en tant qu'organisation fédérale, on s'adapte face à la crise du Covid-19 est un sujet qui nous intéresse tous à tous les niveaux et dans toutes sortes d'organisations fédérales. Annelies. Ja, hallo iedereen. Ik ben Annelies. Ik werk ook bij Team Transformatie en bij het team van de COP Agile van de DG RNO. En we zijn dus heel blij dat jullie vandaag weer gekomen zijn. Het voelt goed om te zien dat de community nieuwsgierig is naar de Agile Stories. En dan vooral als ze live verteld worden. En vandaag is er weer zo'n live verteld verhaal. Het verhaal dat we vandaag met jullie willen delen gaat over dingen menselijk maken in tijden van afstand en lockdown. Je hebt er misschien over gehoord in de pers, maar de rechtbank van Mechelen heeft er in het begin van de lockdown heel snel voor kunnen zorgen dat hoorzittingen van bepaalde rechtszaken konden plaatsvinden via videoconferentie, zodat gedetineerden onder andere vanuit de gevangenis hun hoorzitting toch kunnen bijwonen. Het zijn Theo Bijl en Filip van Linthout die ons vandaag komen vertellen hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben. Theo Bijl is afdelingsvoorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg, afdeling Mechelen. Dat is een onderafdeling van de rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen. Zeg ik het goed? Ja, oké. En Filip van Linthout is in die afdeling van Mechelen ook onderzoeksrechter. En zij komen vertellen over de online videoconferencing. Voilà. Oui, aujourd'hui, vous en avez certainement entendu déjà parler dans la presse parce qu'on en a pas mal parlé. L'histoire qu'on va partager aujourd'hui, c'est l'histoire du tribunal de Malines qui, au début du confinement, a très rapidement mis en place un système de vidéoconférence pour les audiences de certains procès afin que les détenus puissent participer et assister à leur audience. Aujourd'hui, on a deux invités, le président du tribunal de Malines, Theo Bijl, et Philippe van Linthout, le juge d'instruction aussi au tribunal de Malines, qui vont nous raconter comment ils ont mis toutes ces adaptations en place et en très très peu de temps. L'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, donc c'est vraiment une histoire d'adaptation qui trouve toute sa place dans notre forum en ligne de la communauté de pratique agile. Parce qu'entre-temps, vous le savez, notre forum en ligne, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de partager des histoires d'adaptation que les organisations fédérales ont mises en place pour faire face à la crise du Covid-19. Ja, want coronacrisis, ja, dat is eigenlijk de VUCA-world. Hè? En de overheidsdiensten die moesten en moeten zich aanpassen om diensten te blijven leveren. Dus wij hadden gedacht, laten we met de COP Agile ervaringen delen. Agile stories. Dus dat zijn de verhalen van hoe teams of diensten of ganse organisaties zelfs, zich hebben aangepast, verbeterd zelfs, ondanks die radicaal andere en totaal onvoorspelbare omstandigheden. Die vraag voor onze community COP Agile, die diende zich eigenlijk als vanzelf aan. Hè. Heeft
COVID-19 ons als overheid meer agile, meer wendbaar gemaakt? Of is het daarmee bezig, met ons meer wendbaar agile te maken? Oui, c'est vraiment l'objectif, hein, c'est de rassembler des histoires agiles. Mais quand on parle d'agilité et d'histoire agile, on prend vraiment l'agilité au sens large du terme. Quand on parle vraiment ici d'agilité, on parle d'un mindset, d'une mentalité qui touche à toute dimension de l'organisation. Et on voit ici hein, ces logos qui représentent finalement les dimensions qui sont, quand on parle de l'agilité, on parle de tools, on parle de organizational design, on parle du leadership, on parle des collaborateurs, représentés hein, sous le mot people, avec finalement tout ce qui est au-dessus, c'est mais tiens, est-ce qu'on installe un mindset agile? Est-ce que notre culture change fondamentalement? Finalement, c'est dans dans ces 5 dimensions qu'on trouve des leviers qui peuvent augmenter l'agilité de nos organisations. Évidemment, c'est des dimensions qui travaillent ensemble et qui fonctionnent comme un système. Quand on touche à une dimension, il y a un impact dans les autres dimensions. Mais c'est vrai qu'on a envie de parler de l'agilité vraiment dans un sens très, très large. Ja, en als we Agile Stories delen en er naar luisteren, dan merken we dat dat vaak gaat over veranderingen in die dimensies en dat daar hefbomen gevonden zijn om zich aan te passen als organisatie. Wat bedoelen we nu met die dimensies en welke hefbomen vind je daarin? In de dimensie tools, ja, dat gaat eigenlijk over alle instrumenten die wij in een organisatie gebruiken en ontwikkelen om diensten te leveren. En ook om diensten te ontwikkelen. Hoe hebben we onze diensten aan de burger aangepast tijdens de crisis? Hebben we nieuwe diensten of producten ontwikkeld? En op welke manier hebben we dat gedaan? En hoe snel is dat gelukt? Ja? Daarover, dat situeert zich allemaal in de dimensie tools. Bij de dimensie organisatiedesign denken wij aan 2 zaken. Het beheer, de hiërarchie, de governance, de lijnen van de besluitvorming enerzijds. En de fysieke organisatie anderzijds. De bureaus, de gebouwen, de faciliteiten. Tegenwoordig denken we daarbij dus aan telewerk en ook aan het thema eigenlijk van vandaag, videoconferencing. Zijn we dat allemaal op een andere manier gaan doen? Zijn we op een andere manier gaan samenwerken om ook online efficiënt te zijn? Hebben we daarvoor nieuwe tools ingevoerd? Zijn we op een andere manier ons beslissingen gaan nemen, instructies gaan geven? Dat zijn de hefbomen die je kan vinden in organisatiedesign. Et au niveau du leadership, bien sûr, on parle de tiens, les équipes à distance, face à des circonstances imprévisibles, qui doivent continuer à livrer un service de qualité aux citoyens. Mais comment est-ce que ces équipes ont pu être gérées autrement? Est-ce que l'équilibre entre hiérarchie, autonomie a été repensé? Toutes les histoires qu'on partage parlent de cette question-là, du leadership qui entre en jeu, évidemment. Et puis, au niveau des collaborateurs, people, là, on parle de l'engagement, du collaborateur, du bien-être. On parle aussi de, par exemple, laisser l'opportunité aux collaborateurs d'expérimenter, d'apprendre, d'oser faire des erreurs. La question aussi, c'est, tiens, comment est-ce que les collaborateurs, dans des circonstances totalement nouvelles, en télétravail à 100%, sont restés motivés, sont restés engagés, impliqués pour pouvoir fournir un service de qualité aux citoyens? Comment est-ce qu'on a pu combiner travail, famille? Est-ce que malgré ces circonstances, on a encore eu la chance de pouvoir tester des nouveautés, expérimenter, faire des erreurs? Et finalement, la question qui est tout en haut, c'est la culture, le mindset. Est-ce qu'avec tout ça, on a posé des changements durables, des changements profonds qui auront et qui ont un impact déjà aujourd'hui peut-être sur vraiment toute la mentalité, toute la culture de l'organisation. Et finalement, tout ce qu'on fait dans les dimensions en bas touche à la culture et à la mentalité d'une organisation. On a rassemblé toutes ces questions, hein, vous voyez, dans une liste, et c'est avec cette liste-là, au départ, qu'on est allé à la recherche des Agile Stories et qu'on a rencontré nos conteurs, disons, nos conteurs d'histoires. Et sur le forum, on a publié 5 histoires. Annelise va nous montrer rapidement le forum, mais vous le connaissez vu qu'on y est. Hein. Donc, sur le canal des Agile Stories, on a
on a 5 histoires, pardon, 5 histoires différentes. On a l'histoire de nos collègues de Bosa, de Xavier Enrotin, du service d'achat, qui ont vraiment dû changer complètement d'approche pour faire une analyse de besoins auprès de toutes les organisations fédérales pour écrire un grand marché public très urgent pour obtenir du matériel de protection dans le cadre du déconfinement. Ils ont vraiment revu toute leur approche et changé toute leur méthode de travail. On a Annelies, oui. Ja, en dan Koen Verlinden en Siska Wibo van Celor, die vertellen hoe ze de stap hebben gezet naar online selectiegesprekken. Dus ik zie parallellen met het verhaal van vandaag. Ook een evenwichtsoefening tussen gebruikers centraal zetten in toch een zeer sterk gereglementeerd kader. En Dimitri, Pauline? Oui, on a l'histoire de Dimitri Rodios qui travaille au Training Center de la santé publique. Eux nous ont raconté comment toute l'équipe du Training Center a dû revoir complètement leur offre de formation pour offrir à leurs collaborateurs des formations en ligne. Ja, en dan Bjorn Maras en Stefanie Delvaux, die werken bij Team Procurement bij onze Fotofot Boza. En zij vertellen hoe het gelukt is om in een paar dagen tijd iets te realiseren dat daarvoor vrij ondenkbaar was. Dus zij hebben heel de signataire met alle handtekeningen in een procedure voor een openbare aanbesteding. Heel die signataire hebben ze gedigitaliseerd. Dus voilà. Et puis notre 5e histoire, finalement, elle touche notre dernier event live qu'on a eu avec nos collègues de l'ONEM, Marc Rohirs, directeur général de la direction contrôle, et Valérie Delis, qui, elle, travaille à la direction développement de l'organisation. Eux, en direct, en fait, pendant un event live le 27 octobre, nous ont raconté comment l'ONEM a investi dans toutes les dimensions, leadership, dans le bien-être des collaborateurs, nouvelles procédures, digitalisation, pour traiter efficacement énormément de nouvelles demandes d'allocation de chômage temporaire et des congés parentaux Corona. Ils ont dû gérer tout ça. On parle de plus d'1 million de nouvelles demandes en quelques semaines et vraiment dans l'urgence. Ils sont venus nous raconter ça. Vous découvrirez sur le canal qu'il y a 2 vidéos. Il y a le trailer de Marc et Valérie, et puis vraiment tout l'event qui a été enregistré et qui dure une petite heure que vous retrouverez aussi sur le forum. Ja, en vandaag verwelkomen we Theo Bijl en Filip van Linthout, die dus komen vertellen over de online hoorzittingen bij de rechtbank van Mechelen. Het woord is zo meteen aan jullie, Theo en Filip, maar we hebben eerst nog een paar instructies voor de community. Gewoon een paar kleine praktische zaken. Voilà, ik toon ze hier. Voilà, quelques petites instructions pour vous. Finalement, on a reçu pas mal de feedback de votre part suite à l'événement qu'on a organisé avec Marc et Valérie de l'ONEM. Et on a adapté légèrement la formule pour aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, Théo et Philippe vont nous raconter leur histoire pendant une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Et ensuite, vous aurez le reste du temps, presque, une bonne demi-heure pour poser toutes vos questions à Théo et Philippe. Alors, ce qu'on vous propose, c'est déjà de les noter, en fait, et de publier vos questions via WooClap. WooClap que vous pouvez ouvrir sur votre smartphone, c'est le plus simple. Vous allez sur wooclap.com et vous voyez que en haut de l'écran à gauche, vous avez vous avez une petite barre bleue et vous pourrez taper le code COP Agile. Et là, c'est très simple. Il suffit d'écrire d'écrire votre question en direct pendant que Philippe et Théo racontent leur histoire. Et nous, notre équipe de la COP Agile, on va recueillir vos questions et pouvoir ensuite les poser à Philippe et Théo. Et puis ensuite, après les 10 minutes, n'hésitez pas à là vraiment prendre la parole directement et à vous adresser directement à Philippe et Théo. Mais pendant 10 minutes, allez sur WooClap pour poser vos questions. Ja, dus noteer je vragen in WooClap, zelfs daarna. Dat is ook leuk, omdat we dan alle vragen bij elkaar hebben. Iedereen kan die gaan bekijken. We kunnen die delen op scherm, dus dat is leuk. En dan maakt het makkelijker straks om de vragen wat te modereren ook voor ons. Mocht het niet lukken, geen paniek. Hè. Er is ook nog de chat waar dat je in kan schrijven. En wij helpen je wel voort als er iets niet lukt. Oui, we zijn klaar. We kunnen het woord aan
Theo en Philippe geven. Iedereen mag zijn camera aanhouden. Dat was ook het beeld van vandaag. Het gaat over videoconferencing en de meerwaarde is uiteraard mensen kunnen elkaar zien. Voilà, Theo, Philippe, het woord aan jullie. Oké. Goedemorgen allemaal. Dus aan mij en Philippe, of Philippe aan mij, is gevraagd om jullie mee te nemen in de wereld van justitie vandaag. En dat is ook wat we zullen doen. En als je spreekt over de wereld van justitie, dan spreek je volgens mij, en dat is ook wel belangrijk om te weten, om te vergelijken met een octopus. Als je spreekt over justitie, kan je vergelijken met een octopus. In die zin, een octopus heeft 8 tentakels, wel justitie heeft ook 8 tentakels, die wel al eens met elkaar in de knoop te liggen. Meer nog, de eigen tentakel van justitie durft met zichzelf wel eens in de knoop te liggen. Dat is een belangrijk uitgangspunt dat jullie moeten weten wanneer je spreekt over verandering bij justitie. En dat is ook een probleem dat zich steeds opnieuw voordoet. Daarbij komt dan nog dat we in de specifieke beroepsgroep zitten van juristen. En de juristen onder jullie weten dat voor elke jurist die je vindt die een mening A heeft, vind je ook wel een jurist die de mening B heeft. Dus het is een hele specifieke wereld, een hele specifieke problematiek die maakt dat veranderingen in justitie gewoon heel moeilijk zijn. En dat is ook iets dat Philippe en ik op het moment dat we dan beslist hebben om bepaalde veranderingen naar aanleiding van de coronacrisis proberen door te voeren, om dat heel goed in ons achterhoofd te houden en het veranderingsproces echt rekening houden met mogelijke kronkels, knopen, verzet, andere meningen door te voeren. Dus vandaar ook dat die beslissing dan genomen is op een vrijdag. Dat er op vrijdag een telefoontje is gegaan naar Philippe om mijn idee naar aanleiding van het beschikbaar krijgen van WebEx naar voren te schuiven, de haalbaarheid ervan te bespreken en eigenlijk onder ons twee te beslissen of dat we onszelf een kans gaven of niet. Het is vanuit die wetenschap dat we het moesten vlug doen om bepaalde blokkages te vermijden, dat we vrijdag aan de slag geweest zijn, een lijstje hebben opgemaakt van de te contacteren mensen. Want herinner u, justitie heeft 8 tentakels en het hoofdje van die tentakel, in het hoofd moet je toch ook altijd wel een go hebben, wil je niet achteraf ook het deksel echt dan letterlijk op de neus te krijgen. Het doel dat we hadden bij onze opzet was geconfronteerd met een situatie waar mensen niet meer aanwezig konden zijn op de rechtbank, om dat eraan te remediëren zoveel als mogelijk. Omdat uiteindelijk het toch ook wel belangrijk is dat mensen belangrijke beslissingen, en het waren dan beslissingen over vrijheidsbeneming, omdat we het hebben ingezet bij de raadkamer, enerzijds correctionele zittingen anderzijds. Dus ons doel was om mensen zo vlug mogelijk de rechten te garanderen waar ze eigenlijk toch zo eigenlijk vanuit de belangrijkheid van de beslissingen aanspraak op maakten. En dan een tweede onderliggend doel, en dat is toch niet het daarom niet minder belangrijk doel, was om ook eens voor 1 keer te kunnen tonen dat justitie dynamisch was, dat justitie wel dingen in beweging kon want we hebben er uiteindelijk toch wel een uurtje over gepraat. We vonden het echt wel het moment om onze nek uit te steken, om te tonen dat er ook wel binnen de magistratuur dan mensen zijn die modern wouden denken. En we hebben daarom dat moment gegrepen. En na die eerste telefoon naar Philippe zijn wij beide andere mensen beginnen opbellen. En een van de problemen die we moesten oplossen was het voorzien in een nodige materiaal. Want dat was een van de eerste problemen. Er was niets ter beschikking. En dat is een taak die dan Philippe op zich genomen heeft. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Philippe van Lintout. Je vais essayer de parler français avec vous, comme nous estimons que c'est important de garder l'équilibre linguistique. Donc, je suis juge d'instruction à Malines et je suis le juge qui prend les décisions concernant la privation de liberté. Et pour un juge d'instruction, c'est très important de savoir que dans les 5 jours qui suivent, il y a la chambre du conseil. C'est un autre juge qui décidera si la décision est une bonne décision et qui va écouter les autres parties qui sont présents, c'est-à-dire le suspect, son avocat, le ministère public. Donc, pour nous, pour les juges d'instruction, c'est très important de savoir qu'il
il y a la possibilité qu'un collègue va dire, ouais, vous avez pris une bonne décision, mais par contre, ça serait possible qu'il y a des nouveaux éléments, il y a de la critique sur notre décision et que c'est très important à ce moment-là que le suspect est présent. Donc, Théo et moi, on considérait que c'était tellement important de pouvoir voir les gens parce que quelqu'un qui est représenté par un avocat, légalement, c'est possible, mais votre collègue, le président de la Chambre du Conseil, ne voit pas la personne qui était devant le juge d'instruction, qu'il a vu, parce que les sessions, en fait, le moment que la personne était amenée devant un juge d'instruction, ça, c'était encore en live. Et pour pouvoir prendre des décisions sur le comportement, sur ce qu'une personne dit, oui, c'est important de le pouvoir voir. Donc, Théo m'a demandé, est-ce que nous avons le matériel pour l'organiser? Et en fait, la seule chose que nous avons eue, et je crois que si je me souviens bien, Théo, nous avons reçu le matériel de WebEx le jeudi. Théo a déjà dit, c'est le vendredi que Théo a pris la décision de faire quelque chose avec, pour montrer que les magistrats, s'ils reçoivent du matériel, qui sont prêts à l'utiliser. Mais comment l'utiliser dans un tribunal? Vous devez savoir que ce sont nous sommes dans un ancien bâtiment. Donc, il faut trouver quelque chose qui peut remplacer en fait la présence de cette personne. Donc, nous avons déjà cru que c'était important d'avoir des grands écrans parce que aussi là, vous devez savoir certaines parties du moment que la Chambre du Conseil traite les affaires. Il y a des moments que le public doit être présent, il y a des autres moments où le public ne peut pas être présent, mais c'est quand même important que l'avocat qui voit son client qui est en prison, qu'il peut quand même voir aussi comment son client se comporte. Donc des écrans, comment trouver des écrans? Oui. Nous avons téléphoné, nous avons trouvé une personne qui travaillait chez la police judiciaire auparavant, qui est maintenant à 79 ans, mais qui est vraiment occupé dans tout ce qui est matériel, spyware, des petits microphones. Et nous avons dit, bah, monsieur, vous êtes un ancien collègue, vous travaillez pour la justice, nous n'avons aucun budget, mais est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, il faut trouver quelqu'un qui est motivé, qui voit la raison pour laquelle il peut nous aider. Et il a dit, sans hésiter, ben, je vais vous aider et je vais vous livrer 2 très grands écrans que je viens installer pendant le week-end. Donc, l'écran était réglé. Le reste, c'est-à-dire en ce qui concerne l'audio, là, nous avons dû constater nous-mêmes que c'était pas évident de le régler parce que le moment que tout le monde ouvre son ordinateur, tout le monde ouvre son microphone et l'audio, il y a du retour, ça fait un bruit énorme, donc c'est pas si évident de l'organiser. Par contre, nous avons trouvé que le moment que quelqu'un met son écouteur avec le microphone, comme vous l'avez pour votre smartphone, que tout était réglé. Seule question, on était en plein Covid, nous ne pouvons pas partager les microphones, hein, sinon c'était un risque de contamination. Donc, fallait demander aux personnes qui venaient au tribunal d'apporter leur propre matériel. Et là, c'était quand même un petit problème parce qu'on a dû demander, redemander et les gens ont oublié. Donc, je crois que Théo va en parler plus tard. Là, la demande vers la justice, vers notre SPF, c'était que c'est possible d'avoir un matériel qu'on peut y avoir, vendre, prêter, nettoyer, pour avoir un bon audio. Aussi une question de réseau. Hein, parce que le moment que tout le monde a son ordinateur, son caméra et veut voir en live l'autre personne, ça ne donne rien s'il n'y a pas un réseau qui était bien et qui était assez fort pour pouvoir avoir l'image qui bouge. Parce que sinon, c'était une collection de petites photos ou des petits rastres qui n'étaient pas visibles. Donc là aussi, la justice a dû faire des changements, à mon avis,
au début, ça marchait pas tout le temps trop bien. Voilà, ça, je crois, était aussi, j'ai rien oublié du côté du matériel. Et comme j'ai déjà dit, c'était un peu voir ce qu'on pouvait faire à nous-mêmes, de chercher des gens qui voulaient nous aider. Et je crois que l'SPF ou le tribunal a dépensé aucun euro pour pouvoir le faire. Theo. De enige conclusie die jullie nu misschien al trekken is wat een ramp, hoe onsuccesvol is heel dat project eigenlijk geweest, maar dat was het niet of dat is het niet. Ik kan u zeggen, en dat is dan de conclusie die ik op het einde van de projecten dat nu on hold is gezet omwille de aanpassing van de maatregelen. Maar goed, eindconclusie bij ons is dat het net een heel groot succes is geweest. En het groot succes ligt hem dus niet bij het materiaal, maar wel bij de mensen. En wat ik daarmee bedoel is dat moest vastgesteld worden dat hier op de rechtbank, Filip was er één van, maar er zijn uiteraard nog een aantal andere magistraten die hier werken, zeer enthousiast waren, zeer aangegrepen waren door het moment en het initiatief dat werd genomen. En je voelde dat er een heel groot draagvlak was van mensen hier. En het is niet alleen magistratuur trouwens, het zijn ook de medewerkers, de griffiers, ook de advocatuur. Ook de procureur hier ter plaatse, die heel enthousiast was en eigenlijk zorgde voor een groot draagvlak. Dat maakte dat alle problemen die we hadden met het materieel, want het was vrij beperkt in kwaliteit en het was vatbaar voor verbetering, dat eigenlijk niet meespeelde en dat alles werd ervaren als een heel groot succes. De meerwaarde werd ervan ingezien, de dynamiek werd ook gevoeld en iedereen wou dat het een succes was en iedereen wou dat we die meerwaarde die we gaven aan gedetineerden, dat die effectief ook werd gegeven. Dus dat maakte eigenlijk dat er een heel groot draagvlak was hier intern bij de mensen die er rechtstreeks bij betrokken waren. En dat wil ik toch wel eens eventjes benadrukken, dat laatste is heel belangrijk. Rechtstreeks betrokken waren. Want wat we wel merkten was net de mensen die er niet rechtstreeks bij betrokken waren, dat daar alles behalve een draagvlak was en dat er toch wel heel wat gedaan is om stokken in de wielen te steken. Dus niet zonder reden, ik heb dat bij aanvang gezegd, dat we beslist hadden van onmiddellijk te beginnen, enkel toestemming van de provinciaal voorzitter, van de procureur hier ter plaatse en het akkoord van het gevangeniswezen. Dat we beslist hadden om niet te wachten op overleg, niet te wachten op 100 bladzijden draaiboeken, maar maandag te beginnen, zodat we niet konden gestopt worden. Want op dinsdag kwam er een bericht vanuit het college van procureurs-generaal. Ik durf daar me niet heel zeker over uitspreken of het nu het college was of een van de individuele procureurs-generaal. Maar in elk geval, vanuit dat niveau is er dan het bericht gekomen dat we moesten stoppen. Dat er niet kon voortgegaan worden, dat er niet aan meegewerkt werd vanuit het parket. Enkel aan te geven dus dat daar wel degelijk kritiek op kwam, dat de Octopus zijn werk deed. En dat een kwestie was van, ja, we waren vertrokken van door te zetten en wel degelijk aan te geven en te geloven in ons project. Ook de juridische onderbouwing van het project, want ook daar hebben we heel wat kritiek vanuit verschillende hoeken dan gekregen. Kritiek die juridisch onderbouwd was, maar eigenlijk naar mijn aanvoelen, maar ik ben ook maar één mening daarin, maar ik denk toch wel redelijk overtuigd te zijn van mijn standpunt, op een ongefundeerde manier, maar steeds opnieuw kwamen dezelfde argumenten naar voren. Steeds opnieuw werd er gezegd dat we juridisch niet correct bezig waren en dat ons project geen grond had, maar we zijn toch blijven doorgaan, omdat we erin geloofden met de steun, ik zeg het, van de provinciaal voorzitter. Het is ook wel heel belangrijk dat u dan toch die steun hebt van die provinciale voorzitter om daarmee verder te gaan. Dat is ook iets heel specifieks aan justitie. Je bent een heel klein eilandje en de bevoegdheid is heel beperkt die je hebt. En je moet dan altijd wel rekenen op de mensen die verantwoordelijkheid hebben, dat die er is. We hebben wel veel steun gekregen vanuit de FOD Justitie zelf, die ook enthousiast reageerde op ons project. Ook steun gekregen vanuit de politiek, die ook blij waren dat er vanuit justitie een zekere dynamiek was. Waar het ons, en dan kom ik weer onmiddellijk terug op dat materiaal, dat is toch het grote probleem geweest. En eigenlijk is dat het grote probleem
met veel meer zaken dan alleen onze videolink. Dat is het materiaal dat aangeleverd wordt. Dus ook zo met de corona-veiligheidsmaatregelen bijvoorbeeld. Vanuit justitie, vanuit de overheid komt er bijzonder weinig materiële steun. Maar die werd dan ondervangen door de steun die we eigenlijk kregen. En ja, af en toe een keer een schouderklopje kan u ook aanzetten om het project te bestendigen. Dat zijn zo wat de dingen die maakten dat een succes was. Nu, wat die specifieke werking betreft, kan Filip het misschien wat meer duiden, omdat hij dan toch ook op die zitting aanwezig was op de raadkamer zelf en het eigenlijk aan de lijve heeft ondervonden. Oui, je crois que ce que vous appelez organizational design, comment nous organiser. Et là, franchement, nous avons vu directement, et ce sont des choses qu'on a repris pour le futur qui va encore venir, c'est que c'était très important de travailler d'une autre façon. C'est-à-dire que nous avons cherché dans toutes les instances un single point of contact, une personne qui était responsable, la personne qui était notre point de contact, aussi bien dans la prison, aussi bien comme greffier. J'ose dire que le greffier, Madame le greffier, qui a été choisie par Théo et qui a tout pris sur elle pour tout organiser, sans elle, ce n'était pas possible. Ce que nous avons appris, et c'est une toute autre manière de travailler. Et peut-être là, le Covid nous a apporté quelque chose de bien. En fait, espérons que ça partira plus, c'est de se constater que pour tout organiser, pour avoir quelqu'un en prison derrière la caméra, que les gens du prison ont le temps de tout bien préparer, nous avons appris que c'était important de travailler dans un grand bloc, c'est-à-dire un agenda avec des horaires où était marqué, voilà, de 9h à 10h, ça serait le prison de Louvain, de 10h à 11h, ça serait le prison d'Anvers. Pour vous, c'est bien que je vous vois, parce que pour vous, vous vous dites, mais un agenda, est-ce que c'est tellement choquant d'avoir un agenda chez la justice? Oui, parce que dans le temps, et ça existe encore aujourd'hui, nous avons un peu le système où c'est l'avocat qui décide le moment qu'il va plaider. Et c'est l'avocat le plus ancien qui a le droit de se présenter comme premier, de dire, voilà, c'est mon moment. Pour la chambre du conseil, nous avons eu déjà des dons d'horaire parce que, c'est-à-dire que le juge d'instruction qui est titulaire du dossier va faire son discours et va expliquer ce qu'il a fait. Donc là, c'était déjà organisé dans certains blocs. Mais par contre, l'avocature, de temps en temps, oubliait ou disait bah, je devrais aussi être dans un autre tribunal. C'est impossible pour moi de me présenter à 10h, donc je serai là, je crois, vers midi. Donc là, en fait, le moment de crise nous a forcé de dire oui, maître, mais si vous voulez que votre client sera représenté en live avec les caméras, que le président de la chambre du conseil peut voir votre client, et c'est bien, hein, nous sommes tous convaincus que c'est bien intéressant et important, vous devez être à temps. Et là, c'est quand même quelque chose qui a marché aujourd'hui. Ce sont les processus de travail qu'on utilise encore ce jour-ci. Donc, les caméras ont disparu. Le moment que c'était de nouveau possible d'amener les gens devant le juge ici au tribunal, mais on a gardé aussi par des précautions sanitaires les blocs, les horaires, où maintenant les avocats savent qu'ils doivent être à temps. Et s'ils ne sont pas à temps, oui, voilà, on va prendre l'affaire sans la représentation de l'avocat. Je crois, Théo, que j'ai à peu près tout dit. Oui. Tu me corriges si ce n'est pas le cas. Ik denk aansluitend en dan ronden we af, want die 10 minuten, ja, bij justitie zijn 10 minuten soms vlug een half uur, dus ik wil dat ook een beetje die traditie in ere houden. Maar om af te sluiten, aansluitend op wat Filip zegt, dus de belangrijkste wijziging of het belangrijkste eindresultaat van heel het proces
is dat de werkprocessen veranderd zijn. Dus daar kan ik bij aansluiten. Maar een tweede element dat ik zeker wil benadrukken, want we moeten daar ook eerlijk in zijn. Ons initiatief heeft niet geleid tot een veralgemeend gebruik van de videolink op correctionele zittingen of raadkamer. Dat was misschien wel mooi geweest, maar misschien ook te mooi om waar te zijn. Maar dat was het niet. Maar waar het wel toe geleid heeft, is dat er toch wel een nieuwe dynamiek is ontstaan. Enerzijds hebben we die videolink op de kaart gezet. En ik kan u zeggen, ik heb al 10 keer moeten adviseren wat nu specifiek nodig is zonder één hoofdtelefoon te zien. Maar, dus het is wel op de kaart gezet op deze manier. Maar wat nog belangrijker is, het heeft een zekere dynamiek binnen justitie gebracht. Een dynamiek die erin bestaat dat mensen wel durven initiatief nemen. Ik heb al verschillende telefoons gekregen om zaken op te zetten met die videolink, maar ook ruimer worden er wel initiatieven genomen. Vertrekken er vanuit het idee van oké, als we met een groep mensen er ons onder zetten met de nodige toestemmingen van bovenaf, heel individueel vaak dan wat ons betreft op provinciaal voorzitter. Als we die toestemming kunnen we wel een aantal dingen realiseren. Ik geef u het voorbeeld, we zijn nu aan het nadenken van correctionele zittingen op een andere manier te doen verlopen, los van de videolink. En waarom doen we dat? Omdat we gezien hebben van kijk, er zijn mensen die op een moderne manier justitie willen doen functioneren. Als we dat dan met een aantal mensen samen doen, dan lukt dat ook. En op die manier helpen we niet alleen onszelf, maar helpen we ook de beeldvorming over justitie. En het idee dat er dingen in beweging zijn, ik denk dat iedereen daarbij gebaat is, dat op zijn minst het vertrouwen in justitie dan toch wat versterkt wordt. Einde verhaal. Ja, of begin. Hè? Ja. Ja. Merci à vous deux. Merci, vraiment un grand merci Philippe et Théo de nous avoir raconté, de nous avoir donné ce temps pour raconter votre histoire. Je me permets de rappeler à la communauté que le WooClap est ouvert pour poser des questions. On en a reçu quelques-unes. Je propose de peut-être partager l'écran du WooClap, comme ça vous allez voir les questions qu'on a reçues. Et puis pour les autres, ceux qui n'ont pas encore posé de questions, n'hésitez surtout pas à prendre la parole en fait. Hein. Donc on a utilisé le WooClap pour les quelques minutes où Théo et Philippe nous ont raconté leur histoire. Et maintenant, parlez librement. En levant la main et prenant la parole. Je partage l'écran du WooClap parce que là, on a déjà 2 premières questions et des félicitations. Ja. Voilà. Ja, er is iemand, ik weet niet wie die vraag gesteld heeft. In het Nederlands, die lange vraag. Wie heeft die vraag? Ik zie dat er een hand omhoog gaat. Ik zie niet meteen van wie. Iris, ben jij dat? Ja, klopt, Oké, inderdaad. Ik geef het woord graag aan jou, Iris. En zet gerust je camera aan. Die zou aan moeten staan, denk ik. Ja. Ja, ik vroeg mij af, u geeft aan dat die meningen inderdaad wat verdeeld waren over het wettelijk kader. U zei daar dat sommige mensen aangaven dat jullie juridisch niet goed bezig waren. Nu, ik vroeg mij af of u dan geen negatieve gevolgen vreest met mogelijk toch een bepaalde impact. Ik denk aan procedurefouten of zo. Werd er gezien dan die toch korte implementatietijd van vrijdag de beslissing, maandag starten, werd daar een afweging tussen gemaakt of hoe hebben jullie dat aangepakt? Wel, dat is denk ik een terechte vraag en iets waar dat we natuurlijk heel erg over nagedacht hebben, maar wij kunnen ook snel denken. In die zin was het een berekend risico. Nu is het zo dat ik zelf, en Philippe trouwens ook, actief ben binnen de Europese context en ook wel een aantal standaarden daar rond werk. En zelf ook wel op de hoogte ben van een aantal basisprincipes die gelden in de rechten van verdediging. Ik denk basisprincipes die als je magistraat bent, en zeker in de context van werken met aangehoudenen en mensen van hun vrijheid beroven, dat je die basisprincipes kent. Dus ik kende die wel voor een stuk.
Ik heb die dan wel nog niet verder uitgewerkt, maar dat wel vrij rap moeten doen. En er was wel wat nachtwerk bij betrokken, maar uiteindelijk, ik zeg het, ik was bij aanvang overtuigd van het principe, omdat ik de basisprincipes kende. Wist dat de opmerking ging komen. Ze kwam dan effectief en dan aan de slag gegaan om het verder uit te werken. Er is dan ook overleg geweest, moet ik in alle eerlijkheid zeggen, met een van de kabinetsmedewerkers van minister Geens op dat ogenblik, die ook een aantal elementen en een aantal informaties heeft doorgegeven, omdat op het kabinet de discussie naar aanleiding van een wetsontwerp gaande was. Dus die dingen zijn dan samengebracht. En op die moment, moet durven beslissingen nemen, was ik er zelf van overtuigd. Ook in overleg met Philippe uiteraard en de andere collega's die er dan op dat moment al bij betrokken waren, was ik ervan overtuigd dat we juridisch eigenlijk waterdicht zaten, omdat we vertrokken vanuit een overmachtssituatie. En dat was altijd mijn aanknopingspunt en dat is nooit door, al dan niet bewust, door een aantal mensen blijkbaar begrepen, dat wij vertrokken van een overmachtssituatie, dat ook zo formaliseerde. Want het is niet zo dat we zomaar gaandeweg en zonder formaliteiten de zaken opstarten. Nee, er werden ook wel een aantal dingen geformaliseerd door te noteren op het zittingsblad, door aan mensen toestemming te vragen, door de advocaten hun medewerking te vragen, dat ook expliciet te noteren, maar vertrekkende vanuit die omstandigheden en die overmachtssituatie, boden we meer aan de mensen dan ze hadden zonder de extra initiatieven die we nemen. Dus we zaten nog in een beetje ridicule situatie dat de mensen die ons bekritiseerden wegens een beweerde schending van de rechten van verdediging, eigenlijk als eindresultaat zou krijgen dat er minder rechten van verdediging zouden zijn mochten we ons project stoppen. Dus in die zin, ik vind de vraag heel goed, want dat is natuurlijk de essentie van heel het opzetten, want we zitten in een juridisch kader, maar ik was heel goed geïnformeerd, ik zeg het eerst van de basisprincipes, heel doordacht nadien. En als u wenst, de juridische redenering, ik heb ze verschillende keren en moeten mondeling uiteenzetten en naar iedereen moeten doorsturen om te overtuigen. Maar het bleef ergens volgens mij een meer principieel verzet, want juridisch vertrekkende van die overmachtssituatie. Ik moet nog altijd het eerste valabele argument horen die mij verduidelijkt waarom het niet kan. En dat was ook altijd een beetje het uitgangspunt. Oké, als het niet kan, zeg mij dan waarom. En ik heb het nooit gekregen, dus in principe, zolang als die overmachtssituatie aanwezig is, hebben we geen probleem. Peut-être pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est un peu juridique, mais il y avait eu un jugement de la Cour constitutionnelle qui avait dit dans le temps, vous ne pouvez pas remplacer le fait que quelqu'un est amené devant un juge par videoconferencing. Mais ça, là, il partait du principe, c'est toujours mieux de voir la personne en live, d'avoir la personne devant soi, et donc de dire, on va le remplacer par un caméra. Là, vous devez chercher des bons arguments. Mais justement, ce jugement n'avait rien à faire avec la situation actuelle, parce que la situation actuelle était une situation où on avait un état d'urgence où tout le monde était d'accord que les avocats pouvaient représenter leurs clients. Donc, ça voulait dire tout le monde était d'accord qu'il n'y avait pas de client, pas de suspect, aucun signe du suspect. Il ne pouvait pas téléphoner, il n'était pas là live. Donc, dans cet état d'urgence, justement, le raisonnement de Théo, qui est d'ailleurs très logique, était de dire, et c'était noté au moment de l'audience, maître, vous pouvez représenter votre client, mais c'est un peu dommage qu'il ne soit pas là. Mais si vous êtes d'accord, nous avons l'opportunité d'avoir votre client sur vidéo, ici, live. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une meilleure situation? Et là, tout le monde était d'accord parce que, en fait, et je répète, ce sont les gens qui sont arrêtés et qui sont devant un autre juge dans les 5 jours. Ce moment est vraiment crucial pour pouvoir dire, je ne l'ai pas fait, monsieur, j'ai changé ma vie, j'ai la possibilité d'aller loger chez ma mère. Et si la personne n'est pas là, donc c'était tellement dommage. Donc, c'était une toute autre situation que certains de nos collègues avaient invoquée. Merci Philippe.
justement, je vois encore d'autres questions. J'en prends une en français. Je ne sais pas qui a posé cette question autour du Draagvlak et de finalement comment est-ce que on a dû, est-ce qu'il a fallu convaincre ou est-ce que tout le monde était tout de suite convaincu? Est-ce que voilà, celui qui a posé la question veut expliquer ou simplement Philippe, je vous laisse la parole ou même peut-être Théo. Je ne sais pas si vous vous êtes partagé. Question francophone pour Philippe, question néerlandophone pour Oui, Théo. c'est comme ça que nous avons divisé la D'accord, ok. question. Alors Philippe, est-ce que tout le monde était tout de suite convaincu? Ben, je crois que Théo l'a déjà dit pendant son discours. Au niveau de notre tribunal, nous-mêmes, certainement les collègues magistrats greffiers étaient tout d'un coup convaincus. Théo n'a pas eu des problèmes pour nous convaincre. Avec les acteurs directement impliqués, c'est-à-dire le prison de Malines, l'avocature, qui d'autre, le procureur du roi, qui était responsable pour le tribunal section Malines, tout le monde était d'accord. Parce que, et franchement, mais ça c'est une opinion très personnelle à moi comme juge de première instance, tout le monde qui était là dans la pratique, on voyait qu'il fallait trouver une solution pour quand même avoir une jurisprudence honnête, en accordance avec la Convention des droits de l'homme. Et on voyait ça comme une solution peut-être déjà tout simple, mais avec les moyens qui étaient donnés à ce moment-là, c'était chouette de le pouvoir organiser. Donc, il ne fallait pas convaincre les gens qui étaient vraiment impliqués dans l'affaire. Et j'ose dire, je ne sais pas si mon président va être d'accord, le criticisme est venu d'autres personnes et franchement, parfois des gens qui peut-être se trouvaient un peu passés par la rapidité et l'efficacité de la décision. Et ça, c'est très dommage. Ja. Ik zie dat iemand zijn hand omhoog heeft gestoken. Jean-Noël, Oui. tu veux parler? Ben écoute, en fait, c'est moi qui ai posé cette question du Draagvlak. Et donc, Philippe a répondu à cette question sur le Draagvlak interne, mais vous avez aussi expliqué tout à l'heure, Théo et vous-même, Philippe, qu'il y avait eu aussi la nécessité de convaincre une série, ou en tout cas d'essayer de trouver des solutions techniques. Vous avez évoqué, c'est Théo qui a expliqué la liste des moyens matériels qui étaient nécessaires. Et puis vous aviez aussi trouvé de l'aide auprès de quelqu'un qui était convaincu en la personne de ce responsable de la police judiciaire qui tout d'un coup se mobilise aussi le week-end pour mettre des solutions en place. C'est fantastique. Mais c'était ça en fait, c'est cette idée de... Vous avez expliqué en grande partie effectivement qu'il y avait une sorte de... C'est ce que Cotter appelle le burning platform. Hein. Il faut faire quelque chose, il faut qu'on trouve quelque chose et tout le monde se mobilise là-dessus. Mais il y avait des acteurs en interne dans cette procédure, dans l'ensemble de la procédure, qui étaient convaincus qu'il fallait trouver une solution et qui le sentaient. Et c'est sur cette base-là que tout a pu se mettre aussi concrètement, cette fois-ci, en place très rapidement. C'était ça la question sur le Draagvlak. Oké. Er komen nog vragen binnen. Er vraagt iemand, wat was de indruk in Wallonië of Brussels? Ik denk dat willen ze ook proberen. Ik weet niet wie de vraag gesteld heeft. Steek gerust je hand op of zet je camera aan en neem het woord. Oui, donc c'est moi qui ai posé la question. Oui, c'est parce qu'en fait, j'ai des collègues qui travaillent en Wallonie ou à Bruxelles et je me dis, tiens, est-ce qu'ils ont voulu aussi essayer cette possibilité? Est-ce que la possibilité a été effectuée en Wallonie ou à Bruxelles ou vous êtes les seuls en Belgique et peut-être en Europe? C'est une autre question d'ailleurs. Hein. Iemand anders vraagt ook van, hebben jullie weet van initiatieven in het buitenland? Het probleem zal zich ook daar hebben gesteld. Donc c'est un peu lié à la question d'Isabelle peut-être, cette autre question. Voilà. Ja, ik zal er misschien kort op antwoorden. Misschien dat Philippe, omdat Philippe is ook voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters. En hij heeft in Wallonië heel veel contacten met collega's daar vanuit die functie. Maar zelf kan ik zeggen, dus wij hebben heel veel aandacht gekregen, ook in de media, bij het aanvangen van het initiatief en het gebruik ervan. En wat mij opviel is
dat wat Wallonië betreft die aandacht veel ernstiger of grondiger of diepgaander was. Ik heb weet van een debatprogramma dat de RTBF gedurende een uur, denk ik, gehouden heeft over het gebruik van onze videolink. Dus er was zeker wel aandacht in Wallonië. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen, ik heb geen enkele vraag van een collega gekregen uit Brussel, nog uit Wallonië, om onze werking. Het is nu wel zo dat van hoven en rechtbanken een centraal platform had waarop de informatie gedeeld werd. Dus in die zin sluit ik niet uit dat er wel initiatieven zijn geweest, alleen ik heb er geen weet van. Waar ik wel weet van heb, is dat ons initiatief ook opgepikt is in het buitenland. Dat ik ook vragen heb gekregen, bijvoorbeeld vanuit Albanië, om onze werking toe te lichten. Ik zeg het nu heel concreet, omdat dat de vraag is dat ik gekregen heb. Ik heb ook vragen gekregen vanuit het Verenigd Koninkrijk, ook om daar deel te nemen aan een debat trouwens, een beetje vergelijkbaar zoals dit. Dus ons initiatief is wel opgepikt vanuit het buitenland en bijvoorbeeld ook Nederland, maar Nederland staat veel verder daarin, heeft navraag gedaan omtrent onze werking. En er is mij ook gevraagd vanuit de Europese context dan, de organisatie IGN, denk ik, de Europese organisatie van de magistratuur, heeft mij ook om een verslag gevraagd van onze werkwijze. Dus die werkwijze en die aanpak, ook het juridische aspect daarvan, wordt zeker wel in de Europese context gedeeld. Maar ik weet niet of dat Philippe weet heeft of dat in Wallonië initiatieven zijn geweest. Si je me souviens bien, donc il y avait beaucoup d'intérêt aussi. RTL est venu filmer ici à Malines, mais j'ai l'impression, et c'est quand même très relevant aussi pour notre situation à nous-mêmes, c'est que pourquoi ça a marché? Parce que Théo a décidé, jeudi, on a reçu le matériel, lundi, nous commençons. Parce que par après, on a vu que tout le monde voulait avoir un scénario, un dry book, tout le monde voulait encore voir. Et ça, c'est quelque chose, je crois que c'est un peu, comment dire, typique pour notre SPF ou pour la manière dont nous travaillons. C'est que s'il y a quelque part un feu, au lieu d'appeler les sapeurs-pompiers et d'éteindre le feu, nous allons d'abord discuter sur le fait si c'est un grand feu, un petit feu, s'il faut avoir un scénario, si c'est bien le même scénario pour la Flandre que pour la Wallonie, et après le bâtiment est tout brûlé. Et ça, on a constaté aussi ici, je crois que c'est que à ces endroits où un collègue ou parce que j'ai aussi des exemples des juges d'instruction qui l'ont utilisé pour interroger les gens, mais si la personne n'avait pas pris l'initiative à elle-même et s'avait lancé pour dire je sais ce que je fais, j'ai lu la jurisprudence, je sais que je ne prends pas de grands risques, hein, parce que c'était une très bonne question. Naturellement, nous sommes censés de respecter la loi. Hein. Mais le moment que cette personne s'est lancée, ça a marché. Le moment que les personnes ont demandé, ben, on va avoir des réunions prochaines pour en discuter, ben, le moment qu'ils étaient prêts, la vague de Corona a été passée. Voilà. Et donc ça, je trouve quand même important. Faut pas être trop imprudent, jouer le solo slim, mais dans la façon ou dans la manière que nous travaillons, il y a quand même des obstacles pour innover, pour faire tout de suite. Et je crois que Théo a montré que c'est possible de le faire, mais que par après, il y a des gens qui ont du critique et que dans certaines parties du pays, ils l'ont fait autrement. Et là, ils ont un peu prouvé, je crois, que si on discute trop, ça ne marche pas. Maar dat is aussi een opinion très personnelle. Nog één dingetje, want het is iets dat me nu te binnen schiet, dat misschien ook wel belangrijk is om mee te nemen, om jullie te illustreren hoe justitie en hoe het veranderingsproces bij ons werkt. Het is zo dat wij dus het gelanceerd hebben, dat ik een concrete vraag heb gekregen, bijvoorbeeld van de rechtbank van Hasselt, dat zij van plan waren en geïnteresseerd waren en ook wel de meerwaarde inzagen en wouden opstarten, maar dat omdat zij nog niet opgestart waren, dan wel vanuit hetzelfde niveau waar ik u over sprak, expliciet verboden is. Dus in die zin, het is een verhaal met twee zijden. Dus, dat wil ik nog eens eventjes meegeven, want dat vond ik nu toch wel een belangrijke nuance.
Et en fait, l'EIPA, donc en fait, c'est l'école d'administration au niveau européen. Et donc en fait, pour le 17 novembre, ils aimeraient bien avoir cette bonne pratique. Et je me dis, ah, ce serait chouette si je vous enverrai le template via les commentaires et si d'autres personnes veulent aussi partager en fait cette bonne pratique au niveau européen. Donc, je vais vous envoyer dans les commentaires le template à remplir si vous voulez bien remplir la bonne pratique. Ja, Isabel, we gaan jouw vraag straks nog eens doorgeven, per mail ook aan Philippe en Theo dan, oké? Ok. C'est ça ce que tu demandes, Oui, Isabelle? oui. Ok, d'accord. Super. Ok. Alors, où je peux trouver l'email de Théo et de Philippe? Tu peux nous transférer, Isabelle, et on prendra Ok. contact après. On pourra Super. poser ta question Merci. avec Philippe et Théo. Alors, Alice, il est 11h27. Il nous reste quelques minutes pour clôturer. Je pense qu'on a pu aborder plus ou moins toutes les questions, à moins qu'il ne reste une question urgente, quelque chose que vous voulez absolument poser. Là, je m'adresse à la communauté. Sinon, Alice veut nous partager un... Ja, heb ik mijn micro nu aangezet of niet? Ja. Ik moest tijdens heel jullie verhaal en tijdens ook de vragensessie echt wel denken aan die 4 waarden van het Agile Manifesto. Het is geschreven door IT'ers eigenlijk, hè, om lang geleden ook, begin 2000, die tijd ongeveer. Maar als ik jullie hoor vertellen, dan hoor ik echt heel fel hoe jullie op die 4 waarden zijn teruggevallen. Het is nu wel in het Engels, maar bijvoorbeeld die working software, echt het doen werken, het maken in plaats van eerst alle documentatie te produceren. Of de interactie, het met de mensen werken, het opbellen en het gewoon gaan doen over processes en tools. Het zijn vooral die 2. En ook, responding to change over following a plan. Echt heel snel kiezen voor, maar dat is hier nu die overmacht. Maakt dat we dat gewoon zo moeten doen. En zo snel mogelijk. Dus ik vond dat, voilà, ik moest echt heel erg aan het Agile Manifesto denken. Ik vond dat een kleine, voilà. De tijd zit erop, Pauline. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eerst en vooral jullie heel erg bedanken, Theo en Philippe, om hier het verhaal te komen doen. We waren met ongeveer een kleine 30, denk ik. Het waren brugdagen. We hebben dat een beetje over het hoofd gezien. Maar bon, we waren hier toch met een 30-tal mensen die jullie heel hard willen bedanken om jullie verhaal met hen te delen. Oui, ça c'est la première chose, en effet. Vraiment, voilà. Merci beaucoup de nous avoir consacré cette heure et d'avoir pu partager votre histoire avec la communauté. Et finalement, c'est vraiment la richesse de notre communauté, c'est de pouvoir partager des histoires, partager des initiatives et apprendre les uns des autres pour continuer cet apprentissage, cet échange, cette richesse. On vous propose une petite mission. Si vous avez envie, vous aussi, de partager votre histoire agile, ça peut être une très grande histoire comme l'histoire de Philippe et Théo, mais ça peut être aussi une toute petite histoire qui concerne juste votre équipe et qui touche à l'une des 5 dimensions de tools, leadership, people, culture. N'hésitez pas, en fait, on va ouvrir une question sur WooClap pour 2 jours. Et là, vous verrez que vous pourrez raconter votre histoire en cliquant encore sur ce WooClap avec le même code COPAgile. Il y aura une question qui s'affichera autour de « Partagez-vous aussi votre histoire agile ?» et vous pourrez la situer dans l'une ou l'autre dimension. Et donc, on a déjà, voilà, la communauté a déjà partagé plusieurs histoires. Cette histoire de Philippe et Théo va être en ligne dès cet après-midi. Et puis, si vous voulez nous raconter des histoires et que vous les avez postées dans le WooClap, avec l'équipe, on publiera un résumé de toutes les initiatives que
nous avez partagé. Et si vous avez envie de plus, de diffuser une vidéo ou une petite présentation, prenez contact avec nous et ça, voilà, on pourra partager vos histoires aussi plus en détail sur le forum. Ja, dus via Boeklab kan je nog altijd je eigen verhalen, ervaringen insturen. En onze volgende samenkomst zal dan zijn op 23 november. Dat is dan geen live agile story, maar meer een event met als titel, hij is nog heel lang, het is onze titel, maar agility is dan nu een imperatief voor de federale overheid op weg naar een denkkader daarvoor. Wat staat er op programma? Eerst en vooral een keynote door Jorgen Hesselberg. Dat is de auteur van Unlocking Agility. En hij spreekt over het concept agile imperatief. En hij reikt eigenlijk een heel breed kader aan. Veel breder dan IT. Echt een kader voor organisaties. Hè. Voor wat een agile organisatie is, waar je de hefbomen kan vinden voor agility binnen je organisatie. En daarna willen we met enkele overheidsmanagers een debat voeren over dat agile imperatief. Voelen we dat in overheidsorganisaties? Moeten we daarop inzetten? Hebben we daar een kader voor nodig? Wat zou dat voor ons kunnen betekenen? En tenslotte, we zijn een community. Hè? Willen we met de community in dialoog gaan, de 23e, over ons eerste voorstel van zo'n kader voor wendbare overheidsorganisaties. De community gaat dan input kunnen geven. Is zo'n kader zinvol? Hoe zou dat moeten zijn volgens jullie? Hoe kan het kader van Jorgen Hesselberg, de keynote speaker die dan komt met die 5 dimensies, die we hier eigenlijk ook al gebruiken, zinvol zijn voor overheidsorganisaties, voor een reflectie over onze wendbaarheid? En kan de community zich engageren om dat kader verder te voeden, uit te bouwen? Dat staat er op programma, maar ondertussen is ons forum ook nog online, hè, Pauline? Oui, donc en attendant notre événement du 23 novembre qui commencera à 9h30 et vous allez recevoir une invitation aujourd'hui. Avant cet événement en ligne du 23 novembre, notre forum est toujours disponible. Donc n'hésitez pas à partager vos histoires, à réagir, invitez aussi vos collègues. Et puis le Boeklab est ouvert pour partager aussi vos histoires et nous, on les republiera sur le forum pour toutes des questions ou d'autres envies de partage, des vidéos. Vous pouvez aussi envoyer un mail à notre équipe transformation @bosa.fgov. Juste avant de conclure, on a une toute dernière question plutôt de feedback. On aime bien recueillir l'input de la communauté aussi sur les événements qu'on organise. Et là, on a préparé aussi une question sur le Boeklab, assez simple. Je partage mon écran, donc rendez-vous sur boeklab.com. Et la question, c'est plutôt, on va vous demander de voter sur cette fameuse question de est-ce que vous trouvez que là, de 10h30 à 11h30, vous avez bien investi votre temps? Alors, on part du 5, disons, je vais partir du plus positif, le 5, parce que l'idée, c'est de voter avec les mains, mais bon, on est plusieurs, ce sera difficile de voter avec les mains, mais si vous votez 5 doigts, c'est que oui, l'événement a été exceptionnel au-delà de vos attentes, qu'il a eu une très grande valeur pour vous. Et si vous ne votez qu'un doigt, on arrive à non, vous avez complètement perdu votre temps et cet événement n'a pas apporté la valeur que vous espériez. Donc n'hésitez pas à voter de 5, oui, super, à 1, non, perte de temps. Le 4 étant oui, le 3 plutôt oui, le 2 bof bof. Donc voilà, n'hésitez pas à voter. Er zijn al mensen aan het stemmen. Ja, de vraag is simpel. Hè. Wat is de return voor de tijd die jij hier geïnvesteerd hebt? Heeft het je geïnspireerd? Doen nadenken. Was het nuttig? Ik zie dat er veel 4 en 5 binnenkomen. Dus ik durf zeggen, nuttig geïnvesteerde tijd. Ja. Annelise, je vois les votes continuent. Nous, on tient ça à l'œil, évidemment. Notre équipe tient ça à l'œil pour pouvoir ensuite adapter encore nos événements selon votre input. N'hésitez pas à partager aussi votre input via le chat. Mais je pense qu'on peut clôturer maintenant. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we voor vandaag kunnen afronden. En we zien jullie graag allemaal terug op 23 november.
Oui, rendez-vous le 23 novembre. Et puis encore un très vous deux, Philippe et Tage, votre temps. Vraiment un grand merci à vous tous. Avec plaisir. Merci. Et merci à la communauté d'avoir participé à l'événement. Belle journée à tous. Dank u. De micro van Theo staat niet aan, maar ik zie dat hij wel iets zei. Ja. Nee, oké. Bonne journée, merci à tous.